La série commence en 2120, où les membres de la Weyland-Yutani Corporation entament une mission spatiale de 65 ans à 800 millions de miles de la Terre. Après une longue période de sommeil cryogénique, l'équipage se réveille et se rend directement à la cuisine pour manger. Après tout, ils ont passé plusieurs mois inconscients. Après le petit déjeuner, Chapuzot va nourrir les spécimens à bord du vaisseau, car il constitue une partie fondamentale de la mission. Elle rejoint ensuite ses collègues pour une autre période de sommeil cryogénique jusqu'à ce qu'ils atteignent l'orbite terrestre. Pendant ce temps, à Neverland, Cavalier, le plus jeune trillionnaire du monde, finance une recherche visant à transférer une conscience humaine dans un corps synthétique. Comme Marcy est gravement malade, elle n'a d'autre choix que d'accepter d'être un cobaye pour cette expérience, car c'est le seul moyen pour elle de continuer à vivre. Après son réveil, Marcy aura un nouveau corps et une nouvelle identité et sera appelée Wendy, car personne ne doit savoir qui elle est vraiment afin de ne pas violer la confidentialité de la recherche. Quelques heures après le début de la procédure, Wendy se réveille et commence à explorer l'île avec ses nouvelles capacités. Malgré les nombreux avantages acquis avec son nouveau corps, Marcy trouve étrange d'avoir été transférée dans un corps adulte. Lorsqu'on lui demande pourquoi cela s'est produit, Sylvia révèle que les corps synthétiques ne vieillissent pas, donc la fille a été transférée dans le corps dans lequel elle vivra pour toujours. Contrairement au corps humain, qui produit des hormones responsables de la régulation de l'humeur, le corps synthétique est complètement linéaire, de sorte que les émotions de Wendy sont à peine altérées tout au long de la journée. Ce détail suffit à compromettre l'expérience humaine de Wendy et à la faire se sentir différente de tout le monde. Cet après-midi-là, moins d'une semaine après avoir effectué la transition, Wendy apprend qu'il y a d'autres enfants malades qui arrivent sur l'île et Sylvia lui demande de l'aide pour les préparer à être transférés dans un corps synthétique. Pour les rassurer sur le processus qu'ils vont vivre, Wendy leur montre tous les avantages qu'elle a acquis avec son nouveau corps et dit que ses enfants pourront devenir aussi forts qu'elle. La raison pour laquelle Cavalier recrute des enfants pour effectuer la transition est que les esprits adultes sont trop rigides pour entreprendre ce voyage. Donc les scientifiques ont besoin d'enfants pour servir de cobayes. Le lendemain, Wendy accompagne tous les jeunes lors de leur transition dans le but de s'assurer qu'ils se sentent accueillis dès leur réveil. Après s'être enfermé dans la cabine de contrôle, Morrow libère les spécimens extraterrestres et met volontairement en danger la vie de tout son équipage. En entendant Sullivan frapper à la porte pour chercher un abri, le cyborg décide de l'ignorer et informe la base que tous les membres de la Weyland-Yutani Corporation ont été éliminés. Après avoir brutalement éliminé Sullivan, l'extraterrestre qui a détruit tout l'équipage commence à frapper à la porte pour atteindre Morrow. Cependant, à ce moment-là, l'homme a déjà tout préparé pour que son vaisseau s'écrase sur Terre et entre dans la salle d'impact pour tenter de survivre à la collision. Le fardeau que tous les jeunes ayant effectué la transition doivent porter et qu'ils ne peuvent plus voir leur famille. Bien qu'elle ne soit pas autorisée à rencontrer son frère, Wendy essaie de rester aussi proche de lui que possible, ne serait-ce qu'à travers les caméras de la ville de Prodigy ou Vidjo. Depuis que sa sœur est censée avoir péri, le jeune homme continue sa vie en essayant de ne pas écouter son chagrin, car il sait que cela ne ramènera pas merci. Les jours où elle lui manque, il regarde leur dessin animé préféré en se souvenant du temps où ils étaient tous deux enfants. Un jour, après le crash du vaisseau de la Weyland-Yutani Corporation, Joe et les membres de sa corporation se rendent sur le terrain pour localiser les survivants, évacuer les blessés et sécuriser le site. Cependant, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, Joe se sent perdu, car il n'a jamais été recruté pour contenir une telle quantité de dégâts auparavant. À ce moment-là, l'équipe se divise en deux groupes et Joe est assigné à secourir les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de l'accident. Alors que l'équipe parcourt le site à la recherche de survivants, Joe tombe sur le vaisseau et est choqué de voir à quel point il est grand. Pour vérifier s'il reste des membres d'équipage vivants, lui et ses collègues entrent dans le vaisseau et fouillent chaque recoin. Il ne faut pas longtemps avant que les soldats réalisent qu'il s'agit d'un vaisseau laboratoire de la Weyland-Yutani et en concluent qu'il pourrait y avoir des créatures étranges à l'intérieur. Juste à ce moment-là, Morrow se réveille et parvient à sortir de la cabine utilisée pour le protéger de l'impact. En découvrant que le vaisseau a été envahi, le cyborg contacte la base pour demander des renforts et se dirige vers l'armurerie. Pendant qu'elle effectue des tests pour que les scientifiques puissent évaluer ses capacités, Wendy voit un reportage sur ce qui se passe dans la ville de Prodigy et est choquée d'apprendre que la vie de son frère est en danger. Elle décide alors d'aller parler à Cavalier dans l'espoir de le convaincre d'envoyer les humains synthétiques sur le continent pour qu'ils puissent utiliser leur pouvoir pour aider les gens. À ce stade, le trillionnaire voit une opportunité de tester ses créations et décide de les envoyer sur les lieux de l'accident pour voir comment ils se débrouillent dans des situations stressantes. Immédiatement, Wendy se précipite pour parler à son équipe et leur annonce qu'ils ont été convoqués pour effectuer une mission de sauvetage. Après s'être préparés, les prototypes montent à bord d'un avion et sont transportés vers la ville. Lorsqu'ils arrivent dans la salle de confinement, les soldats découvrent d'innombrables spécimens qu'ils n'ont jamais vus auparavant et commencent à se demander d'où viennent ces monstres, car il n'y a rien de tel sur Terre. Toujours dans cette salle, les hommes repèrent le corps d'un membre d'équipage et réalisent qu'il n'est pas mort pendant le crash.
Au lieu de cela, il a été abattu et a péri après avoir reçu une balle dans la tête et 2 dans le corps. À ce stade, il devient clair que le vaisseau ne s'est pas écrasé sur Terre par accident, et sans s'en rendre compte, l'un des soldats a son corps envahi par un ver extraterrestre. Alors qu'ils quittent tous deux le laboratoire, Marrow apparaît et leur ordonne de poser leurs armes. Le cyborg les escorte ensuite jusqu'au laboratoire et leur ordonne de s'attacher les uns aux autres. Marrow commence alors un interrogatoire et demande où se trouve Cavalier, mais, comme prévu, les gardes ne peuvent pas lui dire où est le Trillionnaire. Réalisant que ces hommes ne peuvent pas l'aider, Marrow part à la recherche des autres envahisseurs et laisse ses otages attachés à un poteau. Lorsqu'ils atteignent la chambre cryogénique, 2 autres soldats réalisent qu'il n'y a aucun survivant et Joe évalue les corps pour déterminer la cause de leur élimination. Selon lui, ces personnes sont mortes il y a au moins une semaine et leur élimination n'a rien à voir avec l'accident. Inquiet que la créature qui a attaqué ces personnes soit encore vivante à l'intérieur du vaisseau, Hermie conduit son équipe vers la sortie et ne remarque même pas la présence de l'un des spécimens responsables de l'attaque dans la chambre suivante. En attrapant son couteau pour se libérer, Wa remarque qu'il y a un verre sur son visage et la créature rampe dans son casque. Soudain, le monstre s'attache au cou du soldat et commence à sucer son sang jusqu'à l'éliminer. Dès que la sangsue est rassasiée de sang, elle lâche prise tandis qu'un autre parasite rampe dans l'uniforme du 2e officier. En chemin vers la ville de Prodigy, Wendy peut à peine contrôler son anxiété, car elle veut arriver rapidement pour vérifier que son frère va bien. Au cours d'une brève conversation avec Kirsch, la jeune fille apprend que l'humanité était autrefois traitée comme du bétail et donnée en nourriture à d'autres espèces. Cependant, lorsque leur cerveau s'est développé, les humains ont appris à construire des outils et à les utiliser pour conquérir la nature. Des milliers d'années plus tard, l'espèce a découvert comment fabriquer une machine capable de les emmener dans l'espace, et ils sont passés de proie à prédateurs les plus redoutés de tous. Le problème est que, dans le règne animal, il y aura toujours une espèce plus grande et plus forte capable de dévorer les plus vulnérables. En entendant cela, Wendy comprend l'objectif de Kirsch, qui essaie de lui faire croire que son frère périra inévitablement. Mais Wendy dit que cela n'arrivera pas, car elle est prête à tout pour le sauver. Partout où ils vont, Joe et ses compagnons voient des corps éparpillés sur le sol et aucun d'entre eux ne semble avoir perdu la vie dans le crash. Il semble que ces personnes aient été éliminées parce qu'elles manquaient d'air, ce qui expliquerait leurs expressions faciales et leur bouche bleue. Au cours d'une consultation dans l'aile médicale, l'un des membres d'équipage a découvert un corps étranger dans son tractus gastro-intestinal, mais la créature est sortie de l'intérieur du corps du patient, laissant un grand trou à sa place. Après avoir analysé la scène, Joe conclut que le vaisseau a été attaqué par des extraterrestres et partage sa théorie avec Rashidi. Alors qu'ils sont sur le point d'arriver sur le site du crash, Slightly remarque que Wendy est inquiète et s'approche d'elle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle est si préoccupée, elle lui parle de son frère et il promet de l'aider à le trouver. Maintenant qu'elle est devenue immortelle et en parfaite santé, la plus grande inquiétude de Wendy est de perdre son frère, car Joe est la seule personne au monde qu'elle aime vraiment. Dans une tentative d'atteindre les étages inférieurs du bâtiment pour chercher des survivants blessés, Rashidi saute à l'étage inférieur et parvient à se relever sans aucune blessure. Peu après, Siberian le suit, mais finit par tomber de la plateforme et est sur le point de tomber de la falaise lorsque son ami la rattrape et la remonte. Quand vient le tour de Joe, le jeune homme sent une substance gluante tomber sur son épaule et attrape son arme pour se défendre, car il a le sentiment d'être observé par quelqu'un. En voyant le monstre approcher, le paramédic est terrifié et risque sa propre vie dans un saut désespéré qui le fait descendre de 3 étages. À ce moment-là, la créature saute après lui et Joe doit s'échapper par une porte qui mène à un couloir. Heureusement, il parvient à atteindre l'ascenseur à temps, et dès que les portes se ferment, il utilise la radio pour appeler des renforts. Cependant, personne ne peut l'entendre et Joe réalise qu'il devra se débrouiller seul désormais. La veille, Joe s'est rendu au département des ressources humaines de Prodigy pour démissionner, mais sa demande a été refusée car il lui reste encore 7 mois de contrat. Le but de sa démission était de retourner à l'école de médecine et de terminer ses études, car il avait fait cette promesse à son père avant son décès. Dès que l'avion atterrit dans la ville, Wendy et les autres humains synthétiques descendent pour commencer leur mission et la jeune femme entend un bourdonnement que personne d'autre ne perçoit. Pour une raison quelconque, Wendy est la seule à pouvoir identifier ce son et se rend vite compte qu'il est sur une longueur d'onde beaucoup plus longue que ce que les oreilles humaines peuvent détecter. Lors d'une réunion avec le colonel Nag, l'équipe découvre que le vaisseau a percuté une tour de 100 étages, composée de 80 étages au-dessus du sol et de 20 étages sous terre. Jusqu'à présent, l'équipe de recherche n'a pas réussi à établir de contact avec les soldats entrés dans le bâtiment. Alors Wendy utilise ses compétences pour pirater le système de sécurité, passant en revue toutes les caméras jusqu'à ce qu'elle parvienne à localiser son frère. En découvrant que son frère est au 65e étage, Wendy part immédiatement à sa recherche et Kirsch ordonne à Slightly de l'accompagner. Pendant ce temps, Kirsch dirige le reste de l'équipe et leur ordonne d'évaluer les dommages à la structure du bâtiment avant de commencer à secourir les survivants. Juste à ce moment-là, à Neverland,
Cavalier reçoit un appel de Yutani et la femme demande la permission d'envoyer une équipe pour récupérer son vaisseau, car tout ce qu'il contient, y compris la recherche, appartient à sa compagnie. Même avec la promesse de payer une compensation pour tous les dommages causés et les vies perdues, Cavalier refuse de permettre à une équipe de recherche d'envahir son espace aérien. Face à l'insistance de Yutani, il déclare que toute invasion du territoire de Prodigy sera considérée comme un acte hostile et recevra un traitement équivalent. La vérité est que Cavalier est curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce vaisseau et utilise une caméra pour suivre chaque mouvement de son équipe. Lorsqu'il confirme ses soupçons et réalise qu'il fait face à une menace extraterrestre, Kirsch décide de mettre Curly en charge de l'opération. Avec l'aide de Nib et Smee, la jeune fille doit trouver quelque chose qui puisse être utilisé pour capturer le monstre, car Kirsch a l'intention de l'emmener sur l'île. Au cours de la recherche, le trio tombe sur les deux soldats qui ont été menottés et réalise que les deux ont eu tout le sang de leur corps dévoré. En regardant autour d'elle, Nib voit un chaton en train de se nourrir, et le félin s'approche soudainement d'elle. Cependant, en s'approchant, l'un des yeux de l'animal éclate et les jeunes découvrent qu'il était utilisé comme réceptacle pour un autre spécimen extraterrestre. Après s'être libéré, la créature vole vers Nib, avec l'intention de prendre possession de son corps. Cependant, grâce à sa force surhumaine, elle parvient à se débarrasser de la créature et Curly utilise un plateau pour la capturer. En montant au 65e étage, Wendy repère un sac à dos appartenant à son frère et conclut que Joe est passé par là, donc ils sont sur la bonne voie. À la fin du couloir, la jeune femme trouve un ascenseur dont les portes sont marquées par des griffures et commence à s'inquiéter, car elle réalise que son frère a peut-être été attaqué. En essayant de contacter la base pour demander de l'aide, Joe parcourt les couloirs du bâtiment et est soulagé de tomber sur Burgerfeld. À ce moment-là, ils entendent tous deux des bruits provenant de l'une des pièces et décident de frapper à la porte pour avertir les occupants du danger de rester dans ce bâtiment qui est sur le point de s'effondrer. Cependant, au lieu d'écouter le soldat, l'homme décide de fermer la porte et de retourner à sa fête privée avec plusieurs autres riches. Soudain, en se retournant, Joe se retrouve face au monstre qu'il a poursuivi quelques minutes auparavant et ordonne à Burgerfeld de fuir. Cependant, en voyant la créature pour la première fois, le soldat est paralysé par la peur et finit par être capturé. Pendant que Burgerfeld est dévoré vivant, l'homme qui organisait la fête ouvre la porte pour vérifier la source du bruit et est consterné de voir l'extraterrestre. Terrifié, il entre dans la pièce, et après avoir jeté le corps de sa victime sur Joe, l'extraterrestre s'en prend aux riches, les dévorant un par un. Lorsqu'il parvient enfin à se relever, Joe attrape l'arme de son ami et part à la poursuite de l'extraterrestre, mais tout ce qu'il trouve, ce sont les parties des personnes attaquées. Pendant qu'il est distrait par la scène terrifiante d'un riche rampant sur le sol sans ses jambes, le paramédic est surpris par l'extraterrestre, qui bondit vers lui et parvient à le capturer. Juste au moment où Joe est sur le point d'être dévoré, le cyborg apparaît et tire sur le monstre avec son pistolet à impulsion. Soulagé d'avoir été sauvé, le jeune homme remercie Morrow, mais finit également par devenir sa cible. Après avoir assommé le paramédic d'un coup, Morrow immobilise l'extraterrestre dans une sorte de cocon et le traîne jusqu'au vaisseau. En chemin, le cyborg est entouré par un groupe de sauveteurs qui réalisent qu'il fait quelque chose de suspect. Cependant, juste au moment où Morrow est sur le point d'être menotté, l'extraterrestre parvient à se libérer et élimine tous les soldats. Ensuite, au lieu d'attaquer le cyborg, la créature s'en prend aux autres humains à proximité et laisse une grande traînée de sang partout où elle passe. En étant informé de l'attaque, Kirsch décide de pirater le système pour trouver des enregistrements de l'expédition et découvre que l'équipage de ce vaisseau collectait des spécimens dans diverses zones de l'espace. À ce moment-là, Tuttle est distrait en observant un extraterrestre qui ressemble à une plante carnivore, mais est appelé à aider à l'enquête. Quelques minutes après avoir été touché par le pistolet à impulsion, Joe se réveille à côté d'innombrables corps et se lève pour chercher une issue. À ce moment-là, il repère une balle de baseball qui appartenait à Reggie Jackson et est ému, car son père était fan du joueur. Dès que la télévision s'éteint, Joe voit une femme debout derrière lui et ne comprend pas pourquoi elle sourit en le voyant. Comme Mercy est complètement différente, son frère ne peut pas la reconnaître et Wendy sait qu'elle ne peut pas lui dire la vérité. En voyant Slightly couvert de sang, le paramédic s'approche de lui pour l'examiner, mais se rend vite compte que le jeune homme n'est pas blessé. Dès les premières minutes de conversation, Joe réalise que les deux personnes devant lui sont des êtres humains synthétiques et Wendy est tentée de lui dire ce qu'ils sont vraiment. Cependant, à ce moment-là, la jeune femme reçoit un appel de Kirsch et l'homme lui ordonne, ainsi qu'à son équipe, de courir à l'avant du vaisseau, car il y a une cargaison qui doit être protégée. Selon Kirsch, le vaisseau est rempli d'espèces invasives, et si elles s'échappent, elles pourraient se reproduire. L'équipe doit donc les capturer le plus rapidement possible pour éviter que cela ne se produise. Après avoir convaincu son frère de les accompagner, Wendy se dirige vers le vaisseau, et en chemin, Slightly lui raconte qu'il était enfant avant d'être transféré dans ce corps. Comme Mercy, il n'avait que 12 ans lorsqu'il a été transformé en machine, et révèle ensuite que Wendy est la sœur de Joe. En entendant cela, le paramédic entre en déni,
ayant assisté aux funérailles de sa sœur il y a des mois et ayant déjà traversé tous les processus de deuil. Maintenant que Mercy est de retour, Joe ne sait pas quoi ressentir à son sujet et commence à poser beaucoup de questions. Même avant le décès de leur père, Mercy a été emmenée sur une île isolée pour un traitement et son père a promis de garder l'emplacement des filles secrets, car c'était la seule condition pour sauver la vie de sa fille. Encore secoué par cette nouvelle, Joe décide de continuer à marcher vers le vaisseau tout en essayant de digérer le fait qu'il a retrouvé sa sœur, mais dans un nouveau corps. Dans une tentative de vérifier si Wendy dit la vérité, Joe commence à poser des questions auxquelles seule Mercy pourrait répondre et est surpris lorsque la jeune fille réussit le test. À ce moment-là, les deux frères et sœurs s'enlacent et peu après, ils vont rejoindre Slightly, qui vient de trouver un nid d'œufs extraterrestre. En s'approchant d'eux, Wendy entend à nouveau le bourdonnement et remarque qu'il est encore plus fort que la dernière fois. Soudain, la créature apparaît et attaque le paramédic, le faisant tomber du vaisseau. Déterminée à sauver son frère, Wendy ordonne à Slightly de contacter Kirsch pour des renforts et part à la recherche de Joe. C'est ainsi que les 2 premiers épisodes de cette série se terminent. En attendant la sortie des 6 autres épisodes, veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer. À la prochaine fois.